Nous allons aborder donc cette loi immigration. Alors, projet de loi immigration, hein, donc je vous rappelle, on en avait déjà parlé ici, qui a été à l'époque durci au Sénat, puis adouci en commission à l'Assemblée. Donc ce projet de loi immigration qui sera discuté cet après-midi par les députés. Alors, les LR et Europe Écologie Les Verts ont déposé tous les deux une motion de rejet préalable. Par tirage au sort, il se trouve que ce sera la motion Europe Écologie Les Verts qui sera débattue aujourd'hui. Alors le texte finalement peut-il passer ? On sait que les LR ne sont pas certains de voter la motion de censure. Le RN non plus. On va poser la question à notre député sur place. Vont-ils ou pas voter cette motion de censure ? Et finalement, autre question, peut-être de fond, ce texte qui a été revu par la Commission, ou même cette version sénatoriale, sont-ils suffisants pour régler la question de l'immigration, et notamment de l'immigration clandestine, illégale ? C'est tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec nos trois invités. Alors, bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée RN de la 11e circonscription de la Gironde, vice-présidente du Rassemblement national et présidente du groupe RN à la région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes également avec Charles Prats. Bonjour Charles Prats. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien magistrat chargé de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales au ministère des Finances, vice-président de l'Association professionnelle des magistrats, secrétaire national de l'UDI et auteur évidemment du livre et des livres Cartel des fraudes 1 et 2 chez Ring. Et nous sommes avec Driss Ghali. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Et Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes toujours à l'étranger ou vous êtes en France là ? Oui, donc là il est très très tôt ou très très tard pour vous là ? Ouais, c'est comme vous voulez, il est 4h10, toujours un plaisir de vous parler. Eh bien, merci d'être avec nous pour parler de ce sujet-là ce matin ou cette nuit. Pour vous, vous êtes, je le rappelle, un spécialiste des relations internationales et auteur de Français, réveillez-vous et de Une contre-histoire de la colonisation, enfin de Mon père, le Maroc et moi, le tout aux éditions L'Artilleur. Alors, peut-être, je vais me tourner d'abord pour commencer ce sujet vers Edwige Diaz. Je le disais, hein, on a donc cette motion de censure qui sera présentée et qui sera débattue aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, Marine Le Pen avait annoncé sur CNews hier qu'elle ne savait pas encore ce qu'ils allaient voter pour cette motion de rejet. D'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit extrait de Marine Le Pen qui en parle sur CNews. C'était hier, oui. Nous allons en discuter lors d'une réunion de groupe qui aura lieu demain avec l'ensemble de mes députés et nous prendrons notre décision et nous le ferons savoir. La veille du vote, vous n'êtes pas capable de nous dire aujourd'hui si vous allez voter cette motion de rejet. C'est quand même une décision très importante. Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Voilà. Alors, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Finalement, Marine Le Pen n'avait pas l'air d'avoir décidé. Est-ce décidé aujourd'hui, Edwige Diaz ? Est-ce que vous savez ce que vous allez voter aujourd'hui ? Alors, c'est une décision que nous allons prendre cet après-midi à 15h30 précisément, à l'occasion d'une réunion de groupe. C'est une décision importante. On ne vote pas une motion de rejet à la légère. Et comme l'a dit Marine Le Pen, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ce qui pourrait nous faire voter contre la motion de rejet, c'est que nous souhaitons débattre à l'Assemblée nationale. C'est vrai que la question de l'immigration est assez peu souvent débattue à l'Assemblée nationale. Et donc, pendant les 2 semaines, nous pourrions ainsi expliciter notre vision en matière d'immigration. Mais d'un autre côté, et c'est ce qui pourrait nous faire voter pour cette motion de rejet, c'est que d'un autre côté, ce texte est mauvais. Ce texte est mauvais parce qu'il va aggraver la situation. Et donc, si on l'arrête immédiatement, ça va envoyer un message très fort à M. Darmanin. Et par contre, il ne faut pas croire ce que dit M. Darmanin. M. Darmanin essaye depuis un certain nombre de jours de mettre la pression sur un certain nombre de députés, oui, en leur disant que si jamais la motion de rejet était votée aujourd'hui, le texte s'arrêterait. Non, c'est faux, et M. Darmanin connaît très bien la Constitution. Oui. Si jamais la motion de rejet était votée aujourd'hui, il pourrait en effet arrêter les débats, mais il pourrait aussi nous proposer d'autres lois. Et nous, c'est ce que nous lui demandons avec Marine Le Pen, c'est-à-dire nous lui disons, écoutez, votre loi, en l'état actuel des choses, elle n'est pas acceptable, revoyez votre copie et faites plusieurs lois pour faire avancer les objectifs qui iraient dans le bon sens. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse que prévoit la Constitution, c'est que le texte repart au Sénat. Oui, donc on reprenne voilà, la version du Sénat, qui était une version, entre guillemets, un peu plus dure que la version... oui, voilà, après, il y a des c'est choses ça. à dire. Oui. Et la troisième hypothèse, c'est que l'on convoque immédiatement une commission mixte paritaire. Donc quand M. Darmanin dit c'est la fin du texte et les députés seraient responsables si toutefois il y avait encore des attaques au couteau, oui, je trouve que ce sont des accusations absolument malhonnêtes
parce que je rappelle que lui, il est ministre de l'Intérieur depuis 3 ans, et que s'il y a eu des attaques au couteau, un nombre de manière assez considérable ces 3 dernières années, c'est parce que lui, il a failli en tant que ministre de l'Intérieur. Alors, je vais donner la parole à mes 2 autres invités, mais quand même encore une petite question pour rester sur les questions, justement, on va dire, de l'Assemblée nationale et de ces débats. D'abord, si jamais vous décidez de ne pas voter cette motion de censure, ça peut finalement, ça peut valider ce texte. Ça peut permettre de valider ce texte. Alors, en l'état actuel des choses, il apparaît que M. Darmanin n'a pas la majorité sur ce texte. Donc, les 2 semaines de débat démontreront si M. Darmanin est suffisamment habile pour essayer de trouver une majorité. Très sincèrement, je ne le crois pas, étant donné qu'il a rejeté tous les amendements proposés par le Rassemblement national. Il n'est pas dit non plus que nous arrivions à la fin des débats, parce qu'il y a 2600 amendements quand même. Il n'est pas dit que nous arrivions à la fin des débats avant la trêve de Noël, c'est-à-dire avant le 22 ou le 23 décembre. Ça veut dire que le débat pourrait recommencer au mois de janvier. Je crois qu'Emmanuel Macron ne le souhaite pas. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui reste comme solution à M. Darmanin ? C'est un 49-3. Or, il est possible que la majorité ait déjà utilisé sa possibilité d'utiliser un 49-3, parce que vous savez, c'est 1 par an. Et donc, nous, au RN, nous avons déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel qui n'a pas encore rendu sa décision, mais il est possible que l'exécutif ne dispose plus de son arme favorite, qui est le 49.3. Donc tout ça est très incertain pour la majorité. Mais ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire en fait que M. Darmanin, qui nous a annoncé cette loi il y a plus d'1 an et demi, a été dans l'incapacité de proposer une loi acceptable pour les députés. Incapacité ou manque de volonté, tout simplement. C'est ce qu'on oui, c'est ce que je voulais dire. On sait ce dont on va débattre ici avec Charles Prats également et Idriss Ghali. Charles Prats, sur le fond maintenant, allons un peu sur ce texte. Donc le texte dernière version, celui qui va être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, finalement, est-il vraiment un texte contre l'immigration illégale, quand on voit qu'il permet encore de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension? C'était le fameux article 3 qui avait été retravaillé par le Sénat. Puis après, il y a eu un compromis qui était trouvé, qui permet au préfet de s'opposer à la délivrance en cas de menace à l'ordre public. Mais dans le reste des cas, on a cette régularisation de fait. Comment finalement vous interprétez ce projet de loi qui se dit dur avec les mauvais, mais qui ne l'est pas tant que ça? Oui, écoutez, vous savez, déjà, par principe, quand on dit immigration illégale, ça veut dire que les immigrés, les clandestins, ils violent la loi. Donc, Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. Si l'étranger veut violer la loi et faire de l'immigration illégale, être dans une situation illégale, il sera dans une situation illégale. Un texte de loi, c'est un papier. Après, ce sont des pouvoirs juridiques et des conditions juridiques qui sont données à l'administration. Mais si la personne veut violer les conditions légales, elle continuera à les violer. Donc, ce n'est pas la loi en tant que telle qui va stopper l'immigration illégale. Ça, c'est-à-dire que si elle rend légale les personnes qui sont rentrées de manière illégale, finalement, elle permet de faire rentrer dans les bonnes cases ceux qui étaient rentrés de manière justement clandestine. Ça pose quand même des vraies questions de principe également. Ça, c'est un autre sujet. C'est effectivement le côté appel d'air et prime à l'illégalité qui sera donnée à ceux qui sont déjà rentrés, qui ont déjà violé la loi. Ce qui est un peu... moi, je le vois, c'est toujours la même chose depuis des années. Ce qui est un peu gênant, c'est que on ne va pas chercher déjà à faire appliquer les textes existants et on veut toujours rajouter des lois, alors que d'ores et déjà, si on appliquait les textes existants, ça permettrait de régler un certain nombre de choses. Après, ce texte, quand il est arrivé à l'Assemblée nationale, moi, je l'ai pris en cours de route, j'ai regardé un peu ce qui s'était passé au Sénat. Et à l'Assemblée nationale, il se trouve qu'on m'a demandé de préparer des amendements un petit peu. Et j'ai constaté un comportement absolument scandaleux du président de la commission des lois, Sacha Houlié, qui notamment a opposé l'irrecevabilité article 45 à tout un tas d'amendements
en prétextant qu'il n'avait pas de rapport avec le texte de loi immigration, alors même que c'était des textes, des amendements qui étaient destinés à mieux réguler les problèmes d'immigration, mais parce que c'était le débat interdit. Je vais vous donner un exemple. Il y avait cet amendement qui était très intéressant, qui visait à donner plus de possibilités à l'autorité administrative, au gouvernement, pour contraindre les États à délivrer les laissez-passer consulaires. Vous savez, Oui. c'est un peu technique, mais vous savez que quand vous voulez expulser un étranger en situation irrégulière, d'ailleurs même quand c'est quelqu'un qui sort de prison, c'est la même chose, il faut qu'il ait des documents de voyage, voilà, pour aller dans le pays, dans son pays d'origine. Si le pays d'origine, s'il n'a pas de document de voyage, le pays d'origine, le consulat doit délivrer ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire, c'est-à-dire un document d'identité, pour qu'il puisse prendre l'avion et être accueilli à l'arrivée à l'aéroport. Chez lui, si le pays d'origine ne délivre pas ce laissez-passer consulaire, on ne peut pas expulser. C'est-à-dire qu'on se garde le gars sur les bras. Et moi, j'ai présidé le tribunal sur le droit des étrangers, les problématiques de centres de rétention, notamment de Vincennes, et à chaque fois, j'avais des problèmes de laissez-passer consulaires qui n'étaient pas délivrés par les consulats, qui d'Algérie, qui de Tunisie, etc., qui du Mali. Bon. Et on ne pouvait pas expulser les bonhommes. On se les gardait sur les bras pendant un temps au centre de rétention, puis après ils sortaient parce que les pays ne nous délivraient pas les laissez-passer consulaires. Et donc là, l'amendement qui était proposé était assez simple. Il s'agissait d'activer les possibilités que nous avons déjà dans la loi au Code monétaire et financier, de verrouiller et de soumettre à autorisation préalable les mouvements financiers. Et donc là, en clair, ça disait que si un pays ne délivrait pas les laissez-passer consulaires, verrouillage des mouvements financiers à destination de ce pays, notamment de la diaspora, etc. Je vous donne un exemple. Le Mali refuse de délivrer les laissez-passer consulaires au-delà de 90%. Vous bloquez tous les transferts Western Union vers le Mali. Sur décision de l'autorité administrative. Donc, et ça pourrait déjà se faire techniquement, le blocage par les dispositions du Code monétaire et financier, c'est ce qu'on appelle les relations financières avec l'étranger, ce sont les dispositions de contrôle administratif qui peuvent être mises en œuvre. Et là, l'amendement prévoyait simplement que dans le cas de refus de laissez-passer, de délivrance de laissez-passer consulaires, on mettait en œuvre cette mesure. Eh bien, les députés n'en débattront jamais, puisque le président de la commission des lois En Marche, François Houllier, a opposé l'irrecevabilité, article 45, c'est-à-dire a dit non, ça n'a rien à voir avec le texte sur l'immigration, tout ça, c'est pas une mesure de contrôle de l'immigration. Ben voyons. Mais voilà, et ça, c'est pouvoir propre du président de la commission des lois, et ce genre de choses, il l'a répété à plusieurs mesures. Donc vous voyez, on est dans un espèce de faux semblant dans cette histoire de débat à l'Assemblée nationale, où de toute manière, des mesures qui peuvent être très très percutantes et très efficaces, elles sont écartées d'office. On ne veut surtout pas en parler parce que des fois que l'opinion publique trouverait que c'est bien ou qu'il y a une majorité dans l'hémicycle sur ce genre de mesures efficaces, oulala. Donc moi, je regarde ça avec beaucoup d'amusement en réalité parce que il y a un certain nombre de mesures qui avaient été effectivement introduites au Sénat qui avaient vocation à être intéressantes ou efficaces. Elles ont été totalement détricotées en commission des lois. Et puis on sait très bien comment ça se passe après avec l'Assemblée qui a le dernier mot, etc. Donc on voit bien que c'est l'aile gauche de la majorité de la Macronie qui a pris la main sur cette affaire-là, et que malheureusement le texte n'ira pas très 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 loin. On peut reparler aussi de l'aide médicale de l'État, remplacée par une aide médicale d'urgence. Enfin, j'aurais tendance à dire enfin, et pour lequel on a vu de nouveau tous les arguments les plus éculés ressortir en nous expliquant que, mon Dieu, on allait avoir de nouveau les épidémies de peste et de choléra dans la rue, et donc on revenait au Moyen-Âge avec tout le monde qui devait avoir des crécelles parce que les lépreux allaient se balader partout si on supprimait l'AME. Alors en plus, précisons qu'elle a été supprimée de manière, on va dire, générale, mais on gardait des cas d'exception pour cette AME, pour par exemple les femmes enceintes, etc. Donc, Oui, mais ça revenait au système qui existait au départ en fin des années 90, et puis surtout, tout ça passe sous silence le fait que l'AME n'est qu'un dispositif d'habillage budgétaire pour trouver une ligne budgétaire pour imputer les facturations des hôpitaux publics. Et c'est pour ça que l'AME avait été créée à l'époque. C'est pour ça que l'AME est dans la loi de finances et pas dans la loi de financement de la sécurité sociale. Enfin, tout ça est un grand... mascarade.
grande mascarade aussi de la part des partisans du truc. Mais bon, c'est toujours le même sketch, ça fait 25 ans que ça dure, et malheureusement, je crois qu'on va pas s'en dépatouiller. Ouais, mais c'est toute la question finalement. On a l'impression que beaucoup de blabla, beaucoup de trucs dans tous les sens. C'est un peu une loi fourre-tout qui va dans un sens puis dans l'autre. Alors en effet, quand on tente de tirer de cette loi quelque chose et qui en plus est retoqué pour irrecevabilité, comme vous l'avez dit avec Sacha Houlier, mais il y a eu d'autres sujets, ça pose vraiment une question de fond. Veulent-ils vraiment finalement limiter l'arrivée aux frontières? Driss Ghali, beaucoup de questions. C'est très intéressant de vous avoir évidemment, puisque en plus vous avez cette vision franco-marocaine. Comment vous percevez vous cette loi d'abord? Cette loi dernière, la dernière arrivée est donc discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est pas le texte sur l'immigration dont la France a besoin. L'immigration est une question de civilisation, de société, d'identité, de futur. Le futur de la République se joue en ce moment. À cause ou grâce à l'immigration, on pourra toujours en parler. Enfin, la République a été faite pour des Français descendants de chrétiens plus ou moins sécularisés. Aujourd'hui, vous avez un peuple musulman en France. Vous avez des peuples africains en France qui ne viennent pas du monde républicain, du monde des Lumières, qui ont une autre culture tout à fait respectable. Voilà les enjeux qu'il faudrait poser sur la table maintenant, aujourd'hui, pas dans 30 ans quand il sera trop tard. Ce texte est très loin de tout ça. C'est un texte vraiment d'un DRH, un petit DRH responsable du personnel qui se dit, moi j'ai des métiers en tension, il faut que je remplisse mes postes vacants, il faut que je fasse plaisir à la droite et que j'évince l'extrême droite, enfin, la dite extrême droite. Donc je vais dire que je vais vraiment expulser les délinquants les plus malchanceux. C'est vraiment ceux qui n'ont pas de bol. Hein. Il faut qu'ils aient été aperçus, vus, pris par la police, condamnés par un juge qui veut bien qualifier les faits, parce que ne seront expulsés dans ce texte que les cas passibles de 10 ans de prison. Oui. Ça veut dire violence. Non, mais c'est énorme, 10 ans de prison. Peut-être qu'on peut se retourner vers Charles Prats juste sur cette question-là. 10 ans de prison aujourd'hui, ça équivaut à quoi? Parce que c'est 10 ans de prison pour mériter 10 ans de prison aujourd'hui, faut quand même le chercher, quoi. Non, il y a des tas d'infractions où vous encourez 10 ans de prison. Après, pour avoir une condamnation effective à 10 ans d'emprisonnement, c'est une autre musique, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il faut être quand même un grand criminel. Ah oui, non, faut vraiment être mal. Enfin, je fais un peu d'humour, un peu de provocation. Il ne faut vraiment pas avoir de vol pour tomber dans les filets de M. Darmanin et être expulsé. Et encore, ce n'est pas automatique. Si j'ai bien compris le texte de loi, ça autorise l'expulsion. Il faut trouver des préfets qui n'aient pas peur de Amnesty International, de la CIMAD, de SOS Racisme pour émettre l'ordre d'expulsion. Et il faut vraiment être sûr qu'il n'y aura pas une foule à Roissy devant l'avion pour bloquer tout ça. Je parle de cas qui sont... Rappelez-vous du monsieur de Dominique Bernard. Il a été assassiné par un type qui aurait dû être expulsé, mais le préfet de Rennes, si je ne m'abuse, a été intimidé par la CIMAD. Enfin, le ministère, à l'époque de Valls, a été intimidé. Voilà, c'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Et je ne vais pas être très long. Les mineurs non accompagnés sont complètement hors du radar du texte. Dans la mouture actuelle. C'est-à-dire que M. Darmanin ne veut pas ou ne peut pas s'occuper d'eux. Donc voilà, c'est un texte qui est... c'est pour préparer 2027, pour que rouler les mécaniques et essayer, encore une fois, de rouler les naïfs dans la farine pour leur dire, vous voyez, on fait quelque chose sur l'immigration. Malheureusement, il y a un rouleau compresseur. Parce que dans le texte, il y a aussi l'idée de l'intégration. C'est intéressant d'en parler. C'est bien que M. Darmanin en parle. Mais M. Darmanin, il vit dans les années 80. Il vous dit qu'il faut parler français pour s'intégrer en France. Mais on est au-delà de ça. Aujourd'hui, les immigrés s'intègrent dans des diasporas. Il y a un petit Maroc en France, il y a une petite Kabylie, il y a une petite Tchétchénie. Les immigrés clandestins, pourquoi ils viennent clandestinement? Pourquoi ils payent 5 000 €, 10 000 € pour arriver à Lampedusa? Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils sont à Lampedusa, ils sont récupérés par leur village d'origine. Donc, ils ont le logement, ils ont l'aide psychologique, tout ça, ça se... Donc, c'est les diasporas... Ils ont la sécurité sociale, je me retourne vers Charles Prats, enfin voilà, ils ont tous ces avantages, oui. Oui, vous avez, je dirais même la sécurité matrimoniale, vous aurez des prétendants, des mariages arrangés. Tout ça, c'est pas du tout dans le texte, parce que
il est en 1981, M. Darmanin. Il dit voilà, nous avons des flux migratoires. Non, nous avons aujourd'hui des peuples en formation en France et c'est une question immense. Oui. Alors justement, vous parlez de peuple en formation, vous parlez finalement d'une question qui devrait être la question prioritaire et débattue par tous, mais la question de fond. Là, je ne parle pas du texte et on enlève l'article 3 et on met cette question de l'immigration et de ce que veut rester et être la France, tout simplement. Un autre sujet a été débattu juste avant, le 6 décembre dernier, et qui peut vous intéresser également, puisque vous en avez parlé dans votre livre où justement vous revenez sur Mon père, le Maroc et moi. Vous parlez de l'Algérie, vous en parlez d'ailleurs aussi dans la contre-histoire de la colonisation. Ici, c'était l'accord de 68 qui établissait des dispositions spécifiques pour les Algériens, notamment des questions de résidence et de mobilité, qui finalement n'a pas été retoqué. On est resté sur le système actuel, qui est un système de faveur pour les Algériens. Est-ce que vous comprenez ça à l'heure où justement on est dans un débat de fond sur cette question et que peut-être que la France devrait revenir sur ses principes et rappeler qui elle est? Oui, ben vous avez, c'est le en même temps de M. Macron. Hein. Je continue l'accord avec l'Algérie, qui est complètement hors sol, hors du temps, hors sujet. On n'est plus en 68. Hein. Selon le président de l'Algérie, il y aurait 6 millions d'Algériens en France. Selon l'INSEE et les instituts, disons, sérieux conservateurs, enfin conservateurs dans le sens statistiquement conservateur, on est à 2,5 millions. Donc, on est dans une Algérie établi en France. Je le dis en toute amitié pour mes amis algériens. Donc, cet accord est complètement hors sol, mais en même temps, vous avez Darmanin, donc Macron, qui vous dit on va réguler les flux. Au fait, c'est presque de la violence psychologique, c'est du harcèlement. Une définition du harcèlement, c'est de vous dire une chose et son contraire. Voilà, ces gens sont en train d'harceler l'opinion publique pour la rendre dingue et pour créer une espèce de confusion. Cet accord de 68, à la limite, hein, si on est vraiment... si on met le masque du progressisme et de tout le monde, il est gentil, à la limite, il se justifierait s'il y avait une confédération franco-algérienne. Des grands Français comme l'UOT ou Napoléon III, à un moment donné, on dit on va former une espèce d'union politique méditerranéenne franco-arabe. Pourquoi pas? Mais on n'est même pas au début de l'entente cordiale entre les deux pays. Enfin, on se fait engueuler comme du poisson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est perdant-perdant, cet accord. Et c'est là ce sera mon dernier mot. En fait, ce gouvernement, ce régime, je dis ce régime parce que ça remonte à Sarkozy avant aussi, hein, crée un sentiment d'impuissance chez les gens. Parce que quand vous leur dites l'accord de 68 est en place, et tous les débats à l'Assemblée deviennent vraiment accessoires. Et les gens se disent, on ne fait plus de politique, il n'y a plus rien, et on attend le sauveur. C'est très, très grave. Oui. Alors, le sauveur, parfois, en tout cas, Marine Le Pen dit qu'elle va bien lutter contre cette immigration illégale, que si on votait pour elle, etc. Malgré tout, elle n'était pas là pour le vote le 6 décembre, Edwige Diaz. Ce vote, justement, qui continue d'établir ces dispositions spécifiques et préférentielles pour les Algériens. Et d'ailleurs, il y en avait 39 autres. Alors, vous y étiez, mais 39 autres députés manquants, si je ne me trompe, du groupe Rassemblement National, alors que ça aurait pu éviter ce vote-là, justement, ça aurait pu le bloquer, je veux dire. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ça aujourd'hui ? Oui, alors le reproche qui nous est fait est un reproche qui est monté de toutes parts de la part de Reconquête. Donc moi, je trouve ça assez curieux, puisque en l'état actuel des choses, seule Marine Le Pen, probable candidate à les prochaines élections présidentielles, et puis surtout seule personne du camp national en mesure de l'emporter, et s'étant prononcée en faveur de la suppression des accords franco-algériens, je trouve qu'elle fait l'objet d'attaques qui sont injustifiées. Mais c'est peut-être parce que mais sur le fond, c'est le cas. Sans donner la parole à Reconquête, en fait, sur l'absence des membres du Rassemblement national pour ce vote, et donc le fait que ça ait pu passer, si tous les députés du Rassemblement national étaient présents. Parce que en fait, les gens qui nous font ce reproche sont des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, déjà, je veux dire que c'était donc le jeudi 7 décembre et que c'était dans le cadre d'une journée de niche parlementaire pour les Républicains. Il se trouve que le jour même de leur niche parlementaire, il manquait 10 députés LR ce jour-là.
Par ailleurs, moi, je veux plutôt pointer du doigt ceux qui ont voté contre cette proposition de résolution, à savoir la NUPES dans son intégralité et les macronistes. Et si jamais tous les députés RN avaient été présents, ainsi que tous les députés LR, eh bien, vous savez ce qu'aurait fait la Macronie. Elle aurait rappelé ses troupes, parce qu'il manquait plus d'une centaine de députés macronistes, et les députés macronistes, étant donné qu'ils sont notamment élus en Île-de-France, ils auraient pris leurs dispositions pour être présents. Donc ce texte, dans tous les cas, n'aurait pas pu être validé, mais si toutefois, par une conjonction absolument incroyable, c'est-à-dire tous les députés RN et LR, insuffisamment de députés macronistes, eh bien, si ce texte avait été voté, il n'aurait eu qu'une portée symbolique, parce que la Constitution ne prévoit pas que le Parlement peut contraindre le gouvernement à changer sa politique en matière internationale. Donc c'est vraiment un faux procès qui nous est fait, un procès que je regrette. Attendez, pardon, redites pourquoi ce serait que symbolique, parce que finalement, ce serait retoqué à quel niveau? Non, en fait, ça n'est pas contraignant. C'est-à-dire que rien n'oblige Emmanuel Macron à appliquer une proposition de résolution d'ordre de politique internationale. Rien n'oblige le président de la République à entendre ce qui se fait à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron n'écoute pas beaucoup ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais encore moins sur ce sujet-là, parce que ça n'est pas prévu par les textes. Voilà. Donc moi, j'appelle tous ceux qui sont attachés au camp national à éviter de tirer sur la seule personnalité politique en mesure de remporter la prochaine élection présidentielle et qui s'est déjà engagée à revenir sur ces accords franco-algériens. Oui. Alors, mais ça me fait penser justement ce que vous nous dites là, Edwige Diaz, à ce qu'expliquait Marine Le Pen sur le fait que finalement la seule façon de pouvoir arrêter l'immigration concrètement, ce serait d'avoir une loi constitutionnelle qui permettrait de rappeler que la Constitution est au-dessus des autres institutions, et notamment l'institution européenne. Est-ce que, Charles Prats, c'est le cas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? De toute manière, on a des sujets d'ordre constitutionnel dans tout cela. Il y a toujours ce débat de l'extension ou pas de l'article 11 pour pouvoir faire des référendums sur le sujet ou pas. C'est assez amusant cette question sur l'article 11 d'ailleurs, parce que fut un temps où on ne se posait pas la question de savoir ce qui rentrait ou pas dans l'article 11. Le président de la République décidait de faire un référendum article 11, c'était comme ça et c'était pas autrement. Mais... je ne vais pas vous renvoyer au vieux débat juridique, constitutionnel et de la pratique du temps du général de Gaulle. Mais même quand on lit le texte tel qu'il est aujourd'hui de la Constitution, je ne vois pas ce qui empêcherait en réalité de faire d'ores et déjà un référendum article 11 en la matière. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, vous avez un problème. Un problème. Il y a un positionnement ce qu'on appelle un peu les cours suprêmes, donc que ce soit le la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice des communautés européennes, enfin de l'Union européenne, la CJUE, puisqu'on est quand même sur des sujets qui sont des sujets communautaires malgré tout en la matière. Il y a des positionnements des cours suprêmes qui sont problématiques. Oui. Par rapport à la capacité d'un État national, pas que la France d'ailleurs. Oui, la Hongrie, la Pologne, qui se font régulièrement retoquer d'ailleurs par ces jurisprudences. À gérer, comme elles l'entendent, les frontières et leur politique d'immigration. Et donc ça... Alors comment on fait pour sortir de ce... En fait, finalement, on se dit, on est en train de débattre sur un projet de loi qui va être retoqué, qui a été retoqué, qui est machin, qui va peut-être être renvoyé, tout ça. Mais en fait, tout ça pour rien, plus ou moins, parce qu'on se dit, de toute façon, au-dessus, il y a une jurisprudence européenne, notamment, des institutions européennes qui vont reprendre tout ça à leur sauce. Donc, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien ou quoi? Je vous donne un exemple, le délit de séjour irrégulier. J'ai cru comprendre que le Sénat avait voulu le rétablir dans le texte qui sortait du Sénat, et puis finalement la commission des lois a enlevé le truc, etc. Mais pourquoi le délit de séjour irrégulier il a été supprimé à l'époque, d'après vous, Clémence? Je sais pas. Et parce qu'il était juste contraire au droit communautaire. Suite à des positions européennes, suite aux règlements et aux directives communautaires, que le délit de séjour irrégulier a sauté.
puisque en fait, il n'était plus conforme aux règles européennes. Et donc là, par exemple, il aurait été remis en selle dans la loi pour être retoqué derrière dès qu'il y aurait eu une contestation qui serait montée, soit d'ailleurs dès devant le juge national avec un contrôle de conventionnalité classique article Oui, 55, c'est ça. Oui. soit en montant un peu plus haut devant les juridictions européennes. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, il faut aussi ne pas mentir aux Français, aux électeurs, etc. On est dans un cadre européen, dans un cadre communautaire qui est un cadre contraint. Et un des enjeux des élections du 9 juin, c'est de voir ce qui va se passer, notamment au niveau du Parlement européen et des constructions de majorité au niveau du Parlement européen, pour voir si ça peut renverser la balance. Non, mais voilà, si ça continue comme ça le fait depuis des décennies, c'est-à-dire si vous avez cet accord majoritaire entre le PPE et le groupe PSE qui permet, bon an mal an, au Parlement européen, avec une présidence à l'un, une présidence à l'autre tous les 2 ans et demi, d'avancer comme ça depuis des décennies, ou si vous avez une bascule qui se fait en 2024 avec une montée des groupes un petit peu eurosceptiques au sein du Parlement européen, avec un changement de vision, de possibilités, de majorité, et l'impossibilité d'avoir, comme avant, une majorité centrale qui permettait de verrouiller les choses. Vous voyez, c'est peut-être la première fois où vous avez un véritable enjeu dans les deux sens au niveau de l'élection européenne, parce que vous avez des poussées électorales dans différents pays qui font que il peut y avoir une bascule politique qui se passe le 9 juin, avec des conséquences que nous, on ne voit pas en politique française, parce que Bruxelles, Strasbourg, c'est très loin. Mais en réalité, ce sont des conséquences politiques très importantes qui peuvent intervenir suite au scrutin du 9 juin, parce que dans le cadre des procédures de codécision au niveau de l'Union européenne, le Parlement européen a quand même beaucoup de poids, soit en blocage, soit en proposition, soit en amendement, et ça peut changer énormément de choses. Alors, encore du poids, encore pour un petit moment, parce que, vous le savez, on avait parlé en tout cas ici, hein, il y a un projet de passer, de donner toujours plus de poids à la Commission européenne notamment. Donc, mais peut-être qu'en effet, l'élection du 9 juin pourra changer les choses sur ces questions-là. Alors, Driss Ghali, vous nous le rappeliez justement, à quel point il était fondamental de reposer les questions maintenant, des questions de fond sur l'immigration et sur ce que veut la France. Est-ce que finalement, vous voyez ce qui se passe avec le tableau brossé également par Diaz et Charles Prats concernant ces questions de supériorité du droit européen? Est-ce que ça sert bien à quelque chose de débattre au Parlement français, à l'Assemblée nationale, de toutes ces questions-là? Parce qu'on voit bien que de toute façon, on sera retoqué par la suite. Alors, c'est bien de faire un débat, c'est bien de savoir où on est, mais est-ce que ça ne sert pas à rien finalement, ou est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement quitter l'Union européenne? Je lance ça comme ça. Bon, moi j'espère qu'il y aura un débat. Donc j'espère que demain la motion ne passera pas. Je parle très égoïstement comme un observateur, parce qu'on n'aura qu'un jour, 3 semaines, où l'observateur va se régaler, parce qu'on verra vraiment les deux projets pour la France qui vont s'opposer, s'affronter. Oui. Voilà, vous avez le projet acide phosphorique, qui est de défigurer la France, la diluer en une province européenne. Et là-dedans, vous aurez une province européenne déjà remplacée, parce que le projet européen, et contre-intuitivement, est un projet migrationniste. C'est-à-dire que l'Union européenne, on fait tout un bruit pour faire l'Europe, pour la peupler d'étrangers. C'est ça le projet. C'est ce que est devenu le projet européen. Alors, on est très loin de l'esprit du traité de Rome. On est très loin. C'est disruptif comme idée. Donc, on verra cette France-là, une partie de la Macronie, une partie peut-être de LR. Vous connaissez les suspects usuels. Et vous aurez l'autre France qui veut juste maintenir la France française, pas forcément une France remplie sur elle-même, mais juste la continuité historique de l'héritage. On ne demande pas plus. Ce n'est pas le retour en 1940 ou à l'Ancien Régime ou à la messe en latin. C'est juste la préservation de cette merveille aimé par tellement d'étrangers, que les Chinois viennent visiter, les Brésiliens, les Mexicains, tout ça. Donc,
dans 50 ans, dans 100 ans, on relira les archives de l'Assemblée, on va dire, mais voilà l'esprit du moment en France et tout ça. Bien sûr Mais bon, ça permet seulement d'avoir une idée de l'état d'esprit, ce que vous nous dites. C'est déjà voilà, important. moi, parce que et de voir à quel point la psychologie peut sauver une nation ou la détruire. Parce que vous avez aujourd'hui des élites françaises qui ne croient plus dans la France. Mais vraiment, parce que tout le monde croit, Erdogan croit en la Turquie, les Chinois croient en eux-mêmes, les Coréens du Sud, qui n'ont pas de pétrole, ils sont loin du monde, ils sont très loin du commerce mondial. Ils croient en eux-mêmes, les Saoudiens croient en eux-mêmes, ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a que du pétrole et ça va se terminer. Ils croient en eux-mêmes, les Israéliens croient en eux-mêmes et ô combien, mais nous, on n'a pas le droit de croire en nous-mêmes. Bon, voilà, c'est psychologique parce que la France est encore une puissance. Parce que moi, je suis marocain, je parle le français. C'est un miracle, je parle votre langue. Vous avez gagné. Je n'ai pas envie de me décoloniser parce que je ne vais pas me couper la cervelle. Donc, vous avez une force. Mais ça, vos chefs ne le voient pas et ils veulent absolument vous dissoudre alors, de toute leur force, soit dans l'Europe bruxelloise, soit dans l'Europe, soit dans l'immigration de masse. Après la question, moi juste un dernier point. Moi je vois qu'on n'a pas pris autant de précautions rhétoriques, réglementaires pendant le Covid. On nous a enfermés, on nous a fait plein de choses. Et là, on ne nous a pas dit la CEDH, Ursula. Non, là, quand on veut, on peut. Quoi. Voilà, dernier point. Oui, vous faites bien de le rappeler, Driss Ghali. Allez, le mot de la fin, Edwige Diaz, donc avec ce débat qui va arriver cet après-midi à l'Assemblée, vous y serez évidemment. Selon vous, vous pensez que les LR vont le voter également, vont également voter cette motion de rejet préalable ? Écoutez, avec les LR, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a autant de lignes chez LR qu'il y a de députés LR. Moi, je garde quand même le souvenir de républicains qui, à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité de renverser le gouvernement en votant en faveur d'une motion de censure, ils ne l'ont pas fait. Je rappelle qu'il y a une motion de rejet aujourd'hui parce que 2 groupes en ont déposé une, à savoir les écologistes et les républicains. Sauf que quand il y a 2 motions de rejet, c'est un tirage au sort. Et là, il se trouve que ce sont les écologistes qui ont gagné au tirage au sort. Et moi, j'ai entendu les responsables des Républicains se poser la question de savoir s'ils allaient voter ou pas la motion de rejet, alors qu'ils en avaient eux-mêmes déposé une. Donc c'est vrai qu'en ce qui concerne les Républicains, on peut s'attendre à tout avec eux parce qu'ils sont très instables et ils n'ont pas... Vous dites ça et en même temps, vous-même, vous n'êtes pas encore sûr de le voter. Même si c'est pour des bonnes raisons. Oui, mais nous, on n'en avait pas déposé une. Oui. Nous, on n'avait pas déposé de motion de rejet sur ce texte. Mais c'est sûr que si nous avions déposé une motion de rejet sur le texte, nous aurions voté les motions de rejet d'où qu'elles viennent. D'accord. Et donc, à votre avis, que va-t-il advenir là ? Vous avez des petits pronostics pour la suite, pour la journée ? Non, je peux pas vous dire. Je sais que ça sera débattu à 15h30 et je vous propose de nous retrouver à 16h puisque c'est moi qui monterai à la tribune pour lire le texte au nom du groupe. Donc, on fera le point avec vous. De réactivité de rédaction. Merci beaucoup Edwige Diaz, merci beaucoup Charles Prats, merci Driss Ghali, merci à vous 3 pour ce débat sur la loi immigration. À quoi s'attendre ? Eh bien, comme le dit Edwige Diaz maintenant, à suivre, affaire à suivre. On se retrouve à 15h30 à l'Assemblée nationale. Tocsin continue en attendant.